Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Moi en tout cas, tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Séraphins, les plus forts humains de l'histoire, et de leur potentiel qui, selon moi, pourrait tout simplement retourner le monde de One Piece. Pour parler de ça, on va devoir aborder plusieurs sujets, que ce soit les pacifistas, Vegapunk, le clonage, mais aussi le principe de la volonté et du haki. Et à la fin, on vous proposera une théorie qui devrait beaucoup vous plaire sur les possibilités concernant les nouvelles armes humaines du gouvernement. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, mettez un j'aime pour nous encourager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je pense qu'il est impossible de parler des Séraphins sans d'abord parler des pacifistas. Donc, on va remonter le temps ensemble jusqu'à l'arc Thriller Bark pendant le combat de Zoro et de l'ancien grand corsaire Bartholomew Kuma pour bien poser les bases. Pendant l'arc Thriller Bark, après avoir été mis au courant de la présence de Kuma sur l'île alors que Luffy était encore inconscient après s'être surpassé face à Moria, les chapeaux de paille ont livré bataille contre le corsaire sans leur capitaine. Une bataille durant laquelle Zoro a exceptionnellement brillé. Mais il était à sec et complètement surmené. Même après l'avoir touché avec sa danse du lion, Kuma reste debout. Mais c'est cette attaque qui nous révèle justement la vraie nature de ce dernier, puisqu'elle laisse entrevoir son corps robotique. Le grand corsaire nous le révélera après lui-même. Il est une expérience gouvernementale, un prototype d'arme de guerre et un cyborg nommé Pacifista. Une œuvre du Dr Vegapunk, un scientifique ayant 500 ans d'avance sur l'humanité. C'était la première mention des pacifistas et de Vegapunk dans l'œuvre. Et la deuxième fois qu'on les a vus, c'était pendant le massacre de Sabaody, qui a d'ailleurs servi de base à l'enchaînement Impel Down Marineford, qui a gravé nos mémoires à jamais. Pendant l'arc Sabaody, on se rappelle tous que les chapeaux de paille avaient déclenché un incident majeur après avoir semé le désastre dans la salle de vente aux esclaves et après avoir enclenché un dragon céleste. Ce passage reste d'ailleurs un de mes préférés de l'œuvre et probablement l'un des coups les plus satisfaisants de l'histoire des shonen. Mais la règle dans One Piece est simple. Si un dragon céleste est touché, un amiral rapplique. Mais cette fois, il n'est pas venu seul, étant donné que Sentomaru, chef de la division du SSG, division scientifique du gouvernement et groupe de Vegapunk, est venu accompagné de pacifistas. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du danger qu'il représentait vraiment, étant donné que pour en battre un seul, il a fallu que Luffy, Zoro et Sanji fassent équipe. Et encore, ils ont été aidés par le reste de l'équipage et étaient à bout de force après leur victoire. Les pacifistas ont littéralement tyrannisé les chapeaux de paille sur Sabaody. Tir au laser, système de détection, puissance, résistance, ils étaient vus comme des machines imbattables. Mais après qu'ils aient participé à la débauche des Mugiwara sur Sabaody, leur statut est vite retombé pendant l'arc Marineford et notamment avec l'introduction du haki. À Marineford, les pacifistas étaient nombreux, mais contrairement à ce qu'on pensait d'eux à ce moment-là, on s'est vite rendu compte que les grands combattants du Nouveau Monde qui maîtrisaient le haki, comme Hancock ou les commandants de Barbe Blanche par exemple, se débarrassaient d'eux comme s'ils étaient des randoms. Et c'est là qu'ils ont commencé à perdre de leur statut qui s'est complètement envolé quand Luffy, lors de son retour sur Sabaody, a esquivé les lasers d'un pacifista et l'a éclaté d'un seul coup. C'était fini à ce moment-là, les pacifistas étaient du passé et n'inspiraient plus la crainte. Les créations de Vegapunk étaient devenues obsolètes, ou du moins, c'est ce qu'on croyait, jusqu'à l'arc Rêverie et la dissolution de l'ordre des grands corsaires. Après les accidents respectifs d'Alabasta et de Dressrosa, et notamment de la manière dont Crocodile et Doflamingo ont utilisé leur statut de corsaire pour annexer un pays, l'amiral Fujitora a proposé la dissolution des corsaires lors de la Rêverie. Une proposition qui a été d'ailleurs appuyée par les rois Riku et Cobra, dont les nations avaient été victimes justement de ces corsaires. La proposition de Fujitora a ensuite été acceptée par les pays membres du gouvernement et l'ordre des corsaires a été dissolu. Mais évidemment, les corsaires représentaient un des trois grands pouvoirs aux côtés de la marine et des empereurs. Donc le gouvernement ne pouvait pas se permettre de les perdre. Akainu lui-même était contre leur dissolution pour cette raison spécifique. Mais c'est là qu'on va découvrir que le gouvernement avait déjà un plan pour les remplacer. Et ça a passé encore par le génie Vegapunk et une nouvelle arme du SSG qui était censée être assez puissante pour remplacer les corsaires.
ce qui était ambitieux, mais je veux vous le faire comprendre aujourd'hui. En termes de puissance cumulée, les séraphins surpasseront la plupart des corsaires, et ils portent même en eux le potentiel d'arriver au niveau des empereurs pour certains. Mais avant de parler de leur potentiel, parlons d'abord de ce qu'on sait sur eux, de leurs origines, et pour ça, il faut revenir au début de l'arc Egged. La première apparition de ces derniers était pendant le clash entre l'équipage de Barbe Noire, celui des Kuja et de la marine sur Amazon Lily au chapitre 1059. Lors de ce chapitre, on voit clairement les nouvelles armes du gouvernement, les séraphins, et plusieurs éléments les distinguent clairement des anciens pacifistas. Déjà, ils ressemblent à des enfants, mais pas n'importe lesquels, étant donné qu'ils représentent les formes infantiles des corsaires. On voit à travers ce choix que le gouvernement avait vraiment, littéralement décidé de remplacer les corsaires par des meilleures copies d'eux-mêmes. La seule différence étant les étoiles qu'ils ont dans leurs yeux, mais aussi le fait qu'ils ont des traits physiques qui appartiennent à la race Lunaria. Une peau mate, les cheveux blancs, des ailes noires et une puissance déconcertante. Étant donné que celui à l'image de Mihawk va même effrayer Barbe Noire et changer la géographie d'Amazon Lily en un coup d'épée. Alors, autant dire qu'après ce chapitre, on était tous confus, curieux et impressionnés, mais surtout confus, avec énormément de questions. Comment expliquer leur apparence? Sont-ils juste des cyborgs faits à l'image des corsaires? Ou est-ce que leur fonctionnement est plus complexe? Ce n'est qu'à notre arrivée sur l'île future Egged qu'on commencera à en savoir plus sur eux. À travers cet arc, on pourra faire nos propres observations, mais aussi bénéficier des informations que leur créateur, le Dr Vegapunk, va nous livrer. Et voilà notre résumé des informations concernant les séraphins. Déjà, par rapport à leur ressemblance aux anciens corsaires, on comprend tous que c'est grâce au clonage, qui nous a été introduit à travers les personnages de Miss Tossy Buckingham, mais aussi potentiellement d'Edward Weevil, qui serait un échec partiel, car étant la première expérience de clonage de Vegapunk. Mais comme on l'a vu avec Stussy, le clonage est maintenant parfaitement exécuté, et c'est exactement ce que les séraphins seraient, des copies mi-humaines, mi-cyborgs des grands corsaires. D'ailleurs, on a vu toutes les versions des corsaires dans leur forme séraphin aujourd'hui, à part 3 d'entre eux, Marshall D. Teach alias Barbe Noire, Trafalgar D. Waterloo et Baggy le Clown. D'ailleurs, ça me fait bien rire quand je pense que le séraphin Baggy sera probablement bien plus puissant que le vrai Baggy. On attend donc une confrontation entre ces deux-là, ça pourrait donner un moment vraiment drôle. Donc, pour en revenir au séraphin, le clonage et le facteur de lignée sont l'explication quant à la ressemblance physique entre les corsaires et les séraphins, mais aussi à leur ressemblance au niveau de la personnalité. Mais ça, on y reviendra après. Les autres traits physiques apparents qu'ils possèdent sont évidemment leur peau mate, leurs ailes noires et leurs cheveux blancs. Des traits qui ne devraient appartenir qu'à une race aujourd'hui, quasiment disparue, la race Lunaria, dont King, bras droit de Kaido, fait partie. Mais alors comment est-ce que Vegapunk a pu donner ces traits aux séraphins? Eh bien, on se rappelle bien sûr que dans le flashback de King, il avait été capturé et enfermé à Punkazar, qui servait de laboratoire à Vegapunk. Il est logique d'assumer que ce dernier s'est servi de l'ADN Lunaria qu'il avait collecté de King pour le joindre au génome des séraphins et ainsi leur permettre de bénéficier des avantages considérables qu'offre l'appartenance à la race Lunaria. Vitesse accrue, défense accrue et probablement aussi contrôle des flammes. Mais comme si c'était pas assez, on va aussi découvrir qu'ils possèdent tous les capacités de certains fruits de type paramecia. Pourquoi uniquement les paramecia? Parce que c'est le seul type de fruit que Vegapunk, pour l'instant, arrive à donner aux séraphins à l'aide d'un sang qu'il a lui-même créé, appelé le sang vert, qui est mentionné au chapitre 1070, et qui permet de transmettre les pouvoirs de paramecia aux séraphins. Par exemple, grâce à ce sang vert, S-Hawk a le fruit Taiadan, S-Shark, celui du barbotage, S-Bear, celui des coussinets, et S-Snake, celui de la passion. Et d'ailleurs, je suis pressé de voir quels seront les fruits des autres séraphins. Je pense que pour Baggy et Doflamingo, ça risque pas de changer, étant donné qu'ils avaient déjà des paramecia, mais par contre, je me demande s'ils pourront reproduire le fruit du bistouri de l'eau et le fruit du tremblement de Barbe Noire. Parce que là, ça pourrait devenir un autre type de danger. Et ça, c'est en prenant en compte leur puissance actuelle, qui est juste démesurée en fait. Par exemple, prenons certains de leurs faits d'armes. À Amazon Lily, ils ont maltraité les pirates Kuja et ceux de Teach, qui a lui-même été intimidé par S-Hawk. S-Shark a mené un assaut sur les chapeaux de paille et s'est très bien débrouillé,
même si Sanji l'a refroidi un peu quand même. Stussy, à plusieurs reprises, fait comprendre que le CP0 était désavantagé face à quelques séraphins seulement, et c'était avec Kaku et Lucci dans leur rang, dans le chapitre 1070. Dans ce même chapitre, Vegapunk lui-même qualifie les séraphins des plus forts humains. On a aussi vu S-Hawk et S-Bear combattre Luffy, Lucci, Zoro et Kaku. Et chacun des séraphins s'est relevé d'un combo à deux. Pour S-Bear, c'était un combo Gear 4, Kongen et la technique des 6 pouvoirs d'un Lucci transformé. Et pour S-Hawk, c'était un combo Onigiri, pied ouragan de Zoro et Kaku. Je pense qu'ils peuvent clairement remercier leur gène de Lunaria pour ça. Et ensuite, comme dernier exemple, dans le chapitre 1090, on a vu que Kaku était amoché après son combat contre les séraphins et Lucci partageait son sentiment de frustration face aux nouvelles armes du gouvernement. Même les chapeaux de paille ayant combattu contre eux sont revenus avec des blessures. Mais quand on nous montre les séraphins dans ce même chapitre, aucun dégât apparemment visible. Les séraphins sont clairement extrêmement puissants et sont capables de mettre en difficulté des personnages au niveau de commandant d'empereur ou au gradé de gouvernement. Mais maintenant qu'on a parlé de leur fait d'armes, on va enfin passer à la section la plus importante de cette théorie, celle sur le potentiel futur des séraphins parce qu'il fait peur. Déjà, je pense que l'élément qui devrait tous nous mettre la puce à l'oreille concernant leur future puissance, c'est le fait que dans le chapitre 1065, on apprend que les séraphins sont toujours en pleine croissance, qu'ils ne sont encore que des enfants et donc probablement qu'une forme adulte de ces derniers va arriver bientôt. Si ces enfants sont déjà capables d'inspirer la crainte à des empereurs et d'autres puissants personnages, alors de quoi seront-ils capables quand ils seront des adultes? Ou encore, qu'est-ce qui va se passer si Vegapunk ou un de ses satellites arrive à donner de nouveaux fruits du démon de type Logia ou Zoan à ces derniers? Et d'ailleurs, est-ce que les séraphins sont aussi limités comme les humains à un seul pouvoir? Je pense que c'est une question légitime. Qu'est-ce qu'il se passerait s'ils arrivaient à accumuler plusieurs d'entre eux? Toutes ces questions auxquelles on n'a pas de réponse montrent vite dans quelle direction on peut se diriger. Mais je pense qu'il y a un point parmi ces derniers qui est le plus effrayant de tous, et c'est leur personnalité / volonté propre. Dans le chapitre 1072, chacun nous explique que les séraphins ont chacun reçu une personnalité. Ils nous expliquent ça en disant que cette personnalité leur permet juste de prendre certaines décisions en fonction des circonstances. Par exemple, on voit ça avec S-Hawk dans le chapitre 1078. Lors de son combat contre Zoro et Kaku, il quitte l'arène de combat et s'en va poursuivre les plus faibles membres. Selon Lucci, à cause de sa personnalité, S-Hawk aurait décidé de changer son ordre de priorité en décidant de ne pas combattre ceux qui lui posent des difficultés et de tuer les plus faibles du groupe d'amis, ce qui pourrait même déstabiliser les plus forts d'entre eux. Donc on voit que c'est une personnalité très calculée et froide et qui ressemble vraiment à celle du vrai Mihawk qui, d'après moi, prendrait aussi ce genre de décision. Mais selon chaque cas, cette personnalité leur aurait été donnée par Vegapunk. Mais on voit vite que c'est pas forcément que ça. Par exemple, prenons le chapitre 1090 où on voit que Luffy a le même effet sur S-Snake que sur la vraie Boa et qu'il arrive même à la convaincre d'annuler la pétrifaction qu'elle avait lancée. Vegapunk lui-même dit que ce n'était pas prévu, mais il nous dit quand même que ça pourrait s'expliquer par le facteur de lignée. Cette information pourrait complètement tout changer. Luffy a réussi à convaincre S-Snake sans même avoir de puce d'autorité. Donc, qu'est-ce qui se passerait si Luffy demandait à S-Snake de l'aider et d'aller à l'encontre de la volonté du Gorosei, qui est la plus grande autorité des séraphins? On a vu ce que la vraie Boa a fait à Marineford. Elle s'est rangée du côté de Luffy sans hésitation et s'est dressée contre le gouvernement mondial. Donc, S-Snake pourrait faire de même, et donc ces traits de personnalité différents pourraient amener une scission au sein même des séraphins. Si vous vous en rappelez, lorsque les séraphins nous ont été introduits, j'avais déjà évoqué cette possibilité, en soulignant que les séraphins était dans la religion chrétienne des anges au service de Dieu. Mais Luffy est un dieu lui aussi à sa manière, et je pensais que certains séraphins, comme S-Snake par exemple, pourraient se retourner contre le gouvernement à cause de leur personnalité justement. Certains séraphins pourraient choisir leur camp en fonction de leur personnalité, mais aussi des choses qui sont déterminées par leur facteur de lignée. Je pense que c'est une piste intéressante à explorer et qui commence à prendre son sens. Mais justement, ces traits de personnalité et ce semblant de volonté propre pourrait vouloir dire quelque chose d'autre de significatif pour les séraphins. Et c'est qu'ils pourraient un jour développer leur haki. On le sait, dans One Piece, le haki se traduit littéralement par volonté ou ambition. Si les séraphins ont en effet un semblant de volonté propre, alors dans le futur, ils pourraient utiliser le haki. Je rappelle par exemple que Doflamingo et Boa Hancock sont tous les deux des détenteurs confirmés du haki des rois. Donc, est-ce qu'il est possible que le facteur de lignée ait transféré ces données également à leurs séraphins? Si même l'amour de Boa pour Luffy a été transféré à S-Snake,
alors c'est complètement plausible. Imaginez les séraphins actuels dans des formes adultes ayant maîtrisé différents fluides. Il ne serait pas fou de penser qu'un d'entre eux pourrait atteindre le niveau d'un empereur. Superpuissance, ADN Lunaria, fruit du démon, forme adulte et acquis. Les séraphins pourraient représenter une menace capitale pour les plus puissants combattants du nouveau monde dans le futur. Et ça, ce n'est même pas le plus dingue, parce que les plus puissants pirates du monde pourraient revenir le hanter en tant que séraphins. C'est la théorie qu'on vous avait promis dans l'intro, et la voilà. Les plus forts pirates de One Piece pourraient faire leur retour. Vous le savez, la création des séraphins se repose sur le concept du clonage, mais complètement transcendé. Edward Weevil était probablement un clone raté de Barbe Blanche, mais après lui, il y a eu Stussy, la première réussite complète de Vegapunk, qui a probablement servi de base pour créer les séraphins grâce à l'ADN des corsaires. Donc, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si l'un des satellites de Vegapunk décidait de retenter l'expérience de Barbe Blanche en tant que séraphin cette fois-ci, ou alors de récolter l'ADN de pirates comme Rox ou encore Roger, qui, je rappelle, sont tous les deux morts ou pour Rox, a soi-disant disparu sur une île contrôlée par le gouvernement. Donc en soi, au moins pour Roger, le gouvernement devrait avoir son corps ou son ADN. Donc imaginez si Barbe Blanche, Rox et Roger, les trois plus puissants pirates de l'histoire, faisaient leur retour contre la nouvelle génération en tant que séraphins. Ce serait complètement fou. N'oublions pas aussi que l'ADN de Kaido, qui a été capturé plusieurs fois par la marine, enfin, qui s'est rendu lui-même techniquement pour pouvoir manger, et qui a servi de sujet d'expérience à Vegapunk, est aussi dans les mains du docteur. Donc à tout moment, l'auteur pourrait nous sortir une dinguerie pour un retour de Kaido dans sa forme séraphin. Les possibilités sont infinies. C'est pour ça que pour moi, les séraphins ne sont pas seulement les plus forts humains, mais les humains avec le plus de potentiel de l'histoire. Et ça de loin. Donc, je suis pressé de voir comment l'auteur va décider de les utiliser dans l'histoire. En tout cas, avec autant de potentiel, il va peut-être devoir leur créer des limites. Sinon, ils vont devenir complètement cheatés parce qu'ils constituent l'apogée des armes humaines dans One Piece. Donc voilà, on a fait le tour concernant les séraphins et leur potentiel de fou. Du coup, maintenant, c'est votre tour de partager avec nous en commentaire vos avis sur le sujet. Quel est le niveau actuel des séraphins selon vous? Quelles sont les possibilités concernant leur avenir? Est-ce qu'ils pourraient trahir le gouvernement? Aussi, quelles sont vos prévisions sur leur niveau dans leur forme adulte? Est-ce que vous avez une théorie originale les concernant? Et est-ce que selon vous, les plus forts pirates pourraient faire leur retour en tant que séraphins dans One Piece? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez-la pour lui donner plus de visibilité. Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater dans nos prochaines vidéos. Sur ce, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. C'était Mangamonde, portez-vous bien et à bientôt les pirates.